il me paraît d'autant plus important de vous présenter ce en quoi consiste l'hypnose thérapeutique que la médiatisation de l'hypnose de spectacle en donne malheureusement une fausse image que je vais tenter de rétablir. L'hypnose thérapeutique se sert tout simplement d'un état de conscience naturel que nous éprouvons tous les jours et ce régulièrement au cours de notre journée. Il s'agit d'un état psychique dit dissociatif. C'est par exemple réaliser un trajet que vous connaissez par cœur, y être très attentif et en même temps pouvoir élaborer votre menu du soir ou le plan de votre réunion. Et tandis qu'une partie de votre cerveau imagine comment vous pourriez faire ceci ou cela, l'autre partie a très bien vu qu'à 50 mètres, un chien risquait de traverser. Vous êtes alors dans un état suffisamment alerte pour savoir pertinemment ce que vous ferez s'il vient à s'engager sur la chaussée, sans pour autant que ça vous fasse perdre le fil de votre Tagino Pruno ou de votre business plan. Ce qui est important à retenir, c'est que l'état d'hypnose thérapeutique est un état de conscience amplifié où la personne ne perd absolument pas le contrôle d'elle-même, bien au contraire. Toute la gageure du thérapeute va justement consister à accompagner une part de votre esprit dans un voyage proche de ce que l'on peut vivre lorsqu'on rêve, tout en renforçant en même temps la vigilance du mental. Et c'est grâce à cet état extrêmement alerte du mental, tandis qu'une autre part de vous navigue à vue au travers des méandres de la conscience, qu'un dialogue va pouvoir s'opérer entre les deux. L'hypnose évolutive soutient d'autant plus cette posture qu'elle en profite pour limiter au maximum les suggestions afin de suivre, principalement par des questions, l'expérience personnelle de chaque patient. Par exemple, au lieu de vous dire « Je vous invite à vous installer sur les rivages d'une mer calme, tranquille et apaisée », en hypnose évolutive, j'ai préféré vous demander « Alors, ça serait quoi l'endroit le plus agréable, le plus ressourçant, même le plus sécurisant pour vous maintenant ?» Et par ce fait, la personne reste bien éveillée à tout ce qui se passe et poursuit même à voix haute son dialogue avec le thérapeute. Ainsi, elle est toujours à même de l'alerter si quelque chose ne lui convient pas, si une émotion surgit, la trouble, et ce afin que le praticien puisse réajuster à chaque instant son accompagnement. Si d'ailleurs, à un moment, la personne a envie de sortir de l'état d'hypnose pour, par exemple, je sais pas, même aller faire pipi, cela ne pose absolument aucun problème, et ce pour deux raisons. La première est qu'en fractionnant une séance d'hypnose, on en renforce la profondeur dès qu'on y retourne. La seconde relève du fait que fondamentalement, le seul et unique objectif visé est celui du bien-être de la personne. La performance n'a absolument aucune place dans cette approche et seul ce qui est bon pour vous est recherché. C'est tout. Cela n'aurait aucun sens de se faire violence, tout simplement parce que ça n'aboutit qu'à mobiliser des mécanismes de défense qui vont venir entraver le bon déroulé de votre évolution. En somme, c'est aussi contre-productif que peu rentable. Une autre inquiétude qui revient souvent porte sur la question d'être hypnotisable ou pas. Alors, je vais peut-être décevoir les plus rebelles d'entre vous, mais je n'ai jamais vu qui que ce soit qui ne réussisse pas à entrer en état d'hypnose, tout simplement parce que cela dépend de vous. Se mettre en état d'hypnose relève de trois facteurs. Le premier est celui de votre motivation. Donc, si vous désirez entrer en état d'hypnose, vous avez d'ores et déjà réglé cette question. Le second dépend de vos capacités d'attention et de concentration. Alors là, ce point peut être plus fluctuant selon votre état du moment. Je passe peut être en état de nervosité, de la fatigue, des soucis ou toute autre chose. Pour autant, il ne pose généralement pas problème car dans le temps où nous allons élaborer ensemble le protocole, nous allons tenir compte de ce paramètre et évidemment adapter l'accompagnement vers cet état d'hypnose à votre vécu. Enfin, le troisième et dernier facteur s'avère être le seul qui soit extérieur à vous. Il relève de la sensation de sécurité que vous procure votre environnement. L'idée de fond est que si vous envisagiez d'entrer en transe hypnotique au bord de l'autoroute, votre cerveau, s'il est normalement constitué, devrait s'y refuser.
Vous verrez d'ailleurs qu'au fur et à mesure des séances, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'un climat de confiance va s'installer entre nous, que vous allez connaître ce lieu, vos états de conscience modifiés vont probablement se manifester de manière de plus en plus rapide, profond et riche. Ceci étant, bien sûr accru par l'effet d'apprentissage qu'il y a à vivre régulièrement des états d'hypnose. Un autre point qui me paraît important concerne celui de l'imagination. Alors parfois, certains patients me disent qu'ils n'ont pas d'imagination et craignent que ça les empêche de pratiquer. Alors, deux choses. D'une part, l'imagination ne se réduit pas au fait de créer des images mentales. L'imagination est un domaine bien plus vaste où peuvent se manifester des sons, des odeurs, des saveurs, des sensations corporelles, des formes abstraites, des mots ou toute autre chose, toute autre sorte de représentation. Il n'y a tout simplement aucune limite à l'imagination. Et qu'elle soit pour vous complètement fantaisiste ou radicalement pragmatique, cela ne change absolument rien à la qualité de votre expérience. De plus, une imagination n'a pas plus de valeur si elle se présente à vous ou si c'est vous qui la produisez. Par exemple, si vous avez une sensation corporelle douloureuse, je ne sais pas moi, disons de douleur au poignet gauche, et que je vous demande quelle couleur a cette souffrance, peut-être que vous visualisez, comme malgré vous, un verre cacadois qui irradie jusque dans votre avant-bras. Ou peut-être que ma question ne trouve aucun écho en vous et que vous voyez bien embêté parce que franchement, vous en savez fiche rien. Alors, passant le flambeau à votre mental, vous envisagez une réponse. Il faut bien en trouver une, après tout, le psy l'a demandé. Et disons au pif, vous optez pour le jaune moutarde, qui s'applique à présent à cet endroit de votre corps. Figurez-vous que cette autre manière de trouver, entre guillemets, la fameuse couleur, est tout aussi pertinente que la première. Parce qu'en fait, il y avait des centaines et des centaines de réponses possibles. Sauf que c'est celle-ci sur laquelle votre esprit s'est arrêté. On peut alors supposer que votre inconscient a là aussi guidé votre choix, même si vous aviez l'impression que c'était tout à fait contrôlé par votre mental. J'espère que ces quelques aspects de l'hypnose thérapeutique vous donnent une idée plus claire et moins galvaudée de la manière dont on peut l'utiliser en thérapie brève. Vous pouvez l'approfondir en allant tendre une oreille du côté de l'hypnose évolutive, que j'apprécie particulièrement, ou l'expérimenter dès maintenant grâce à ce petit audio que je vais mettre à votre disposition en lien suivant là peut-être dans la vidéo. Et je vous remercie de votre attention et peut-être à très bientôt si vous souhaitez tenter l'aventure de ces voyages intérieurs.